C'est un plaisir de vous retrouver aussi nombreux ce soir. Donc moi je suis Thierry Brassac, je suis responsable du service culture scientifique de l'Université de Montpellier. Et voilà, j'ai le plaisir de présenter le conférencier de ce soir, qui va nous parler de biodiversité, qui a sorti donc un livre que vous avez en bas, qui est un gros livre, un gros beau livre, avec des belles illustrations en plus, sur l'aventure de la biodiversité. Je vais vous raconter un petit peu plus qui il est et ce qu'il a fait. Et comme ça vous permettra de encore mieux apprécier ce qu'il va vous raconter juste après. Donc il a soutenu une thèse en biologie dans les années 80, et il y avait déjà dans sa thèse de la modélisation, des mathématiques et de la classification. Parce qu'en fait, la classification et l'évolution, je pense que c'est deux choses qui sont vraiment importantes pour Hervé Le Guyadère. Ensuite, il est allé au laboratoire à l'université d'Orsay, où il a travaillé sur la morphogénèse de végétaux et d'animaux. Et il y avait encore de la modélisation, et c'était les tout débuts de la modélisation à ce moment-là, mais il explorait ces choses-là à l'époque. Si je ne me trompe pas, c'est là qu'il a créé un DEA de biodiversité, c'est ça? C'est à Orsay. Donc forcément, voilà, quand on travaille là-dedans, former des étudiants, ça fait partie aussi du travail, et c'est aussi important. Et il a travaillé aussi, c'était aussi dans le domaine de la phylogénie moléculaire. Ça veut dire commencer à regarder comment les animaux se ressemblent, pas forcément en les regardant de l'extérieur, mais aussi en les regardant, comme dit Guillaume Lecointre, de l'intérieur, c'est-à-dire de regarder si leurs ADN se ressemblent ou pas. Ensuite, il a créé un laboratoire de systématique, adaptation et évolution à l'université Pierre et Marie Curie, où il est encore aujourd'hui, même si elle ne s'appelle plus pareil. Et donc c'était en 2003, et c'était un laboratoire qui est allé jusqu'à 110 personnes en fait. Et il avait des personnes qui allaient explorer le monde. Donc lui, il restait sur son bureau, en fait. Et il y avait des équipes qui étaient en Nouvelle-Calédonie, des équipes qui étaient en Guadeloupe, et qui pouvaient lui rapporter des informations sur tout un tas de choses en termes de biodiversité. Et ensuite, donc 2003, alors 2001... excusez-moi, c'est pas complètement chronologique, mais en 2001, c'est la première édition du livre Classification phylogénétique du vivant, qu'il a coécrit avec Guillaume Lecointre. Donc c'est vraiment la Bible de la classification. Ceux qui l'ont lu, il y en a qui l'ont lu, qui le connaissent, ce bouquin, Classification phylogénétique du vivant, en 2 tomes et 4 éditions. Il a été tiré à 40 000 exemplaires, ce livre. Et même si vous n'y connaissez rien en classification, si vous avez envie de faire un voyage au pays des êtres vivants, vous prenez ce livre, il y a des illustrations qui sont super chouettes, et en plus vous pouvez même savoir les relations des uns des autres, qui est plus proche de qui, et voilà. Donc je vous le recommande, c'est vraiment un voyage intéressant. Donc ensuite, en 2014, Hervé Le Guyadère devient professeur émérite à l'université. Donc professeur émérite, ça veut dire quoi? Je pense qu'il y en a dans la salle d'ailleurs. Ça veut dire qu'on continue à être à l'université, mais on fait quand même beaucoup plus ce qu'on a envie de faire, en fait. Et ça veut dire que les corvées, on a le droit de dire « Ah ben non, ça, on va le laisser aux jeunes et tout. Moi, je vais plutôt écrire un livre sur la biodiversité. » Voilà, on a le droit de faire ça. Et donc ça, c'est quand même important et intéressant. Et ensuite, il a participé à une expédition en 2006, qui était l'expédition Santo, qui était, alors là, je suis pas, il vous dira peut-être plus précisément que moi, il y a le Muséum d'histoire naturelle de Paris qui était impliqué, mais il y avait aussi d'autres associations, le CNRS, etc., qui étaient impliqués dans cette grosse opération. Et l'idée, c'était d'aller faire un voyage de découverte, mais en 2006, actuel, avec les méthodes actuelles. Et donc il y a, alors je sais plus, sur 4 mois, 250 scientifiques qui vont aller sur une île qui, je pense, n'est pas très grande, et pour découvrir de nouvelles espèces, un petit peu tout azimut. Et ça, c'est une opération, forcément, il a été donc co-organisateur de cette mission d'exploration actuelle, aujourd'hui. Et ce qu'il me disait, c'est que c'est un peu en préparant cette mission qu'il a commencé à s'intéresser à tout ça, en fait. Et à se dire, oui, mais les voyages de découverte, il y a et à creuser, à acheter
peut-être beaucoup plus de bouquins qu'il n'est raisonnable d'avoir chez soi sur ce sujet, d'aller farfouiller partout dans Gallica, et voilà, vous en avez le résultat ce soir en fait. Et voilà, donc je pense, voilà, globalement, je pense qu'il a une petite préférence pour les végétaux par rapport aux animaux. Mais ça, il vous en dira peut-être un peu plus après. Sur ce, je lui laisse la parole, et puis après, vous aurez tout loisir de lui poser les questions que vous avez envie de lui poser. Je vous souhaite un bon voyage. Au revoir. Bien, merci Thierry de cette présentation. Merci à vous tous d'être là. Et effectivement, on m'a demandé de parler de cet ouvrage. Je dois vous dire que ce n'est pas dans mon tempérament de faire de l'autopromotion. C'est assez délicat. Alors, j'ai trouvé un moyen très simple, c'est que je vais faire l'autopromotion de mon dessinateur. Mon dessinateur. Et je vais commencer donc, pour reprendre sur ce que vient de dire Thierry, de vous expliquer comment est venue cette idée de cet ouvrage. Alors, donc, il nous a parlé d'Expédition Santo. Santo, c'est là. Les anciennes Nouvelles Hébrides. Et donc, le Santo, c'est le tiers de la Corse, au point de vue surface. Donc, 250 scientifiques, zoologistes, botanistes qui passent là-dessus. Et en fait, bien évidemment, vu mes origines bretonnes, je me suis toujours... d'abord, j'ai fait beaucoup de voile, et puis je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire de la voile. Et avant d'aller là, eh bien, j'avais relu Cook, La Pérouse, Bougainville, tout cela, bien évidemment. Et puis, j'ai eu un choc. Le voilà, le choc. C'est quand je suis arrivé sur la partie, la côte nord-ouest de Santo. On avait fait le tour en bateau, on avait fait un voyage de nuit, le tour de l'île, où c'est le plus beau ciel que j'ai jamais vu de mon existence, pas de pollution lumineuse, une voie lactée absolument sublime. Et on arrive au petit matin là, et tout d'un coup, je regarde ça, je me dis, mais c'est exactement le même paysage que celui que Cook a vu. Alors, je vivais intérieurement, et tout d'un coup, je vois des petits bateaux qui viennent. Ils étaient en pirogue, c'était exactement les mêmes pirogues que ce qu'il y avait dans les dessins de Cook. Je me dis, je regarde le bateau, non, c'était pas un bateau à voile, c'était un bateau à moteur, je n'avais pas changé de siècle, et tout d'un coup, je les vois arriver, et sur le pirogue, ils étaient en bleu. Alors, curieusement, je me dis, tiens, là, ils n'ont pas la même tenue que Cook, et quand je regarde de côté, ils avaient tous le maillot de Zidane. Et donc, voilà, je termine cette histoire vite fait en vous disant que quand je suis reparti, j'ai la tradition, sauf dans les eaux très froides, de me baigner là où je suis passé. Donc j'y vais. Alors il y a quand même quelques bons rouleaux, hein. On est au milieu du Pacifique. Donc je me jette à l'eau, je vais vers le 3e rouleau, et puis j'étais en train de nager, je me dis, tiens, pour la pêche au bar, c'est pas mal là. Et il y avait beaucoup en suspension, beaucoup de sable, etc., etc. Tout d'un coup, en nageant, je me dis, mais c'est un terrain de chasse idéal pour les requins. Et là, je regrette absolument de ne pas avoir été chronométré sur mon retour, parce que je pense que je l'ai battu. Donc, en fait, vous voyez, c'est vrai, c'est ça qui m'a donné cette idée de m'intéresser donc aux différentes expéditions, qu'elles soient marines ou terrestres d'ailleurs. Hein. Et donc... si vous voulez, l'un des points aussi qui m'agaçait, c'est le point de certains collègues qui, pour eux, pour la biologie,
un animal qui vient juste, ou un végétal qui vient juste d'être découvert est plus intéressant que celui qu'on a découvert il y a 2 ou 3 siècles. Alors je disais, mais il n'y a aucune raison, il a été découvert, pourquoi est-il plus intéressant? Et donc l'idée aussi, c'était de montrer que, eh bien voilà, il y a plein d'animaux et de végétaux, comment ils ont été trouvés, dans quelles circonstances. Et ce qui m'a intéressé, je reviens à l'argument ici, c'est de voir que dans cette histoire de la découverte des flores et des faunes, si vous voulez, on se rend compte que c'est une opération complexe, c'est-à-dire que la science n'est pas comme cela neutre complètement. Il y a à la fois de l'économie, de la politique, de la culture. Et donc, si vous voulez, quand on regarde toute cette histoire, on suit l'évolution de la science, on suit l'évolution des cultures, et c'est quelque chose qui m'a absolument passionné. Alors, l'un des points sur lesquels je voudrais juste commencer, c'est de dire que bien évidemment, c'est la science découverte par les Européens, hein. Je vais vous parler un tout petit peu de Chine, mais les découvertes des Européens. Et en fait, bien évidemment, il va y avoir, on peut dire, 2 types de civilisations. Les civilisations, disons, archaïques, qui vont se reposer sur des mythes, et donc avec l'idée toujours que l'on revient à des mythes fondateurs. Et il va y avoir pour l'Europe, il va y avoir le choc du Quattrocento. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous expliquer ce que je veux dire. Le choc du Quattrocento, c'est quoi? Eh bien, ça va être la découverte de la perspective à Florence. Avant cette perspective, les individus qui étaient plus importants dans la société étaient dessinés plus grands, alors qu'après, eh bien, ils sont dessinés suivant leur distance par rapport à l'observateur. Ensuite, donc, j'ai pris Henri le Navigateur, surtout, donc portugais, qui va créer une école de géographie et de navigation, et c'est de cette école que va sortir les fameuses caravelles que vous connaissez tous. Et puis, bien évidemment, ça va être l'invention de Gutenberg, l'imprimerie. Tout de suite, un petit mot là-dessus. Je vais vous parler à un moment donné des cabinets de curiosité plus tard. Mais ce qui va se passer quand il va y avoir les cabinets de curiosité, c'est que ceux qui vont avoir les cabinets de curiosité vont vouloir les décrire, vont vouloir faire des livres. Si vous voulez faire un livre, eh bien, il faut savoir qu'est-ce que vous mettez à la page 1, qu'est-ce que vous mettez à la page 2, qu'est-ce que vous mettez à la page 3. Il faut faire une classification. Donc, c'est de là que va venir la volonté de classification. Et puis, donc, un petit siècle plus tard, mais toujours dans la même mouvance, eh bien, Copernic, bien évidemment, avec la Terre qui n'est plus le centre du monde. Vous voyez donc, à ce moment-là, on a une vision du monde qui est complètement décentrée. Et cette vision du monde complètement décentrée nous met dans le futur, nous met dans le progrès et nous met dans l'utopie. Alors, donc, la première partie, c'est pour vous parler un peu de ce que j'ai appelé l'émerveillement, justement, c'est cette partie de l'histoire où eh bien, on va essayer de revenir à chaque fois des mythes fondateurs. Et là, donc, j'ai pris comme exemple ici, vous avez le dessin d'un crâne d'un éléphant nain que l'on pouvait trouver sur les îles de la Méditerranée, Sicile, etc., etc. Et en fait, il est très vraisemblable, je dis bien très vraisemblable, que ce crâne d'éléphant nain, qui avait la taille d'à peu près 1,5 fois la taille d'un crâne humain, eh bien, a été à l'origine du mythe du cyclope. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez, le trou que vous avez là, c'est le trou qui correspond au débouché des fosses nasales. Et vous voyez que si vous regardez de loin, eh bien, vous avez l'impression d'un front avec un trou, et donc avec un individu avec un seul œil. Vous voyez donc qu'en fait, les découvertes qui sont faites vont s'expliquer par rapport à des mythes.
Le seul voyage non européen dont j'ai parlé, c'est un voyage vraiment fantastique, des voyages vraiment fantastiques qui ont été réalisés par un amiral, Zhang He, l'amiral de l'empereur de Chine qui a fondé la Cité interdite et qui est allé jusqu'aux confins de l'Afrique et qui a ramené pour le zoo de la Cité interdite des zèbres, des girafes, des autruches, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez le voyage et que vous regardez la distribution des girafes, eh bien, vous savez que parmi les 9 espèces de girafes possibles, c'est l'une de ces deux-là qui a été ramenée à Pékin. Beijing, pardon. Et la chose curieuse, c'est que la girafe en Somalie se dit le mot, je ne sais pas très bien la prononciation, mais giring, qui est un mot qui est proche du mandarin kiling. Et qu'est-ce que veut dire le mandarin kiling? Le mandarin kiling, eh bien, c'est un dragon que la mère de Confucius en avait rêvé alors qu'elle était enceinte de Confucius. Donc, en fait, cette girafe, par le nom proche, a été complètement mythifiée lorsqu'elle est revenue en Chine. Le zèbre qui a été ramené, sans doute, vraisemblablement, le zèbre de Grévy, qui est sur le côté ici à gauche, avec ses petites rayures. Et là, pour vous montrer un peu comment je fais, là, j'en profite pour parler de la biologie actuelle, de la biologie en particulier de ce zèbre non ou très peu rayé, là-haut, le kouaga, qui est un zèbre qui est éteint maintenant. Et l'une des choses intéressantes, c'est que les zèbres rayés vivent là où vivent les mouches tsetse et la plupart des temps. Le kouaga vit là où il n'y a pas de temps ou peu de temps et pas de mouches tsetse. Et actuellement, il y a tout un travail fait par différents laboratoires qui montre que très très vraisemblablement, les zébrures des zèbres sont des zébrures qui donnent des illusions d'optique aux insectes et donc qui ne vont pas se poser sur cet animal. Alors, maintenant, là, je vais vous parler de cette partie du XVe au XVIIIe siècle qui va correspondre donc à la revue des curiosités de la nature, comme je l'ai indiqué, et de vous parler des cabinets de curiosités. Mais ce qui est passionnant à cette époque-là, c'est que c'est le moment où va sortir l'idée de, suivant Francis Bacon, donc une volonté constante de maîtriser le monde, ce qui va être repris par Descartes par la suite. Et donc, c'est cette notion de progrès, cette notion de maîtriser le monde qui va amener d'une part la science et d'autre part, donc bien sûr, les voyages. Alors, ce qui est intéressant, j'ai pris la phrase parce que je l'aime beaucoup, il fait la comparaison entre la nouvelle science et les voyages. Nous étant avancés au-delà des rivages des arts anciens, nous équiperons l'entendement humain pour la traverser, exactement comme on équipe les bateaux pour la traverser. Et à ce moment-là, va se mettre sur pied ce que les historiens appellent la République des lettres, mais j'aime pas le terme parce que ceux qui faisaient des lettres faisaient des sciences, c'était les mêmes qui faisaient les sciences, et ils se connaissaient tous, ils échangeaient tous, si bien que quand vous aviez des voyages avec des animaux, des végétaux nouveaux qui revenaient, tout le monde était au courant, et donc l'un des individus les plus importants a été, à mon sens, Marin Mersenne, qui était donc dans l'ordre des minimes, et qui a été qualifié du secrétaire de l'Europe savante. C'est lui qui écrivait à tout le monde, Descartes, Huygens, etc., pour dire un peu tout ce qui se passait.
Et le dernier point avant de continuer maintenant, c'est vous expliquer, donc, comme je le dis, ces cabinets de curiosité. Ces cabinets de curiosité, pour nous, on se pose des questions parce qu'on se demande, mais comment se fait-il qu'ils mettaient en même temps des anciennes pièces de monnaie, des stèles romaines, des animaux, des végétaux, des peintures, on avait l'impression d'un Capharnaüm, alors que leur idée... Quelle était leur idée? Leur idée était que, eh bien, par ces cabinets de curiosité, on allait avoir un résumé de l'univers. Et si on connaissait ces cabinets de curiosité, eh bien, on allait comprendre l'univers. Donc, cette ambivalence microcosme-macrocosme. Alors maintenant, les grandes expéditions. Les grandes expéditions, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont commencer par faire? Eh bien, ça va être la recherche des épices. Hein. C'est la recherche des épices. Alors j'en ai profité pour demander à Julien Norwood de faire des planches botaniques. Ici vous avez une planche botanique du giroflier. Hein, tout le monde connaît le clou de girofle, mais peu de personnes connaissent la plante, donc le giroflier. Et dans ces... vous savez que les premiers grands navigateurs, c'était surtout des Portugais, puis ça a été des Espagnols, mais c'était les Portugais au départ. Les Portugais au départ, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils font le tour de l'Afrique. Ils font le tour de l'Afrique, et puis, à un moment donné, quand ils arrivent du côté du golfe de Guinée, par exemple, ils se rendent compte qu'il y a trois choses qui ramènent de l'argent. Eh bien, c'est la voie, c'est l'or, ce sont les esclaves, et c'est le poivre de Guinée. J'attire votre attention sur le fait que donc ça a été une dérive de ces trois choses, mais à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'en fait, la girofle, la muscade et la cannelle rapportent beaucoup plus d'argent. Or, elles viennent donc de l'Extrême-Orient, elles sont ramenées par l'intermédiaire des Arabes, et qui qui ramène en Europe, c'est Gênes et c'est Venise qui ont le monopole. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le tour de l'Afrique et ils vont aller chercher la noix de muscade, les clous de girofle et la cannelle, avec, disons, tous les dangers et toutes, j'allais dire, un peu les horreurs qui sont passées, parce que quand vous lisez les choses, vous vous rendez compte qu'ils n'étaient pas très tendres et très gentils avec les autochtones qu'ils découvraient. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, eh bien, après avoir fait le tour de l'Afrique, avoir découvert l'Amérique, eh bien, vous savez que Magellan est passé par le sud de l'Amérique du Sud, donc au niveau du fameux détroit de Magellan. Et il va y avoir ce fameux passage du nord-ouest, c'est-à-dire la recherche d'essayer de contourner l'Amérique par le nord. Ce passage qui actuellement, avec la fonte de la banquise, se réouvre, hein, mais qui à l'époque était quelque chose qui était assez utopique, mais ils ne le savaient pas. Donc ça a été par l'occasion, la découverte du Canada, la découverte de l'Amérique du Nord, la fondation de la Nouvelle-Amsterdam qui deviendra New York, etc., etc. Et j'en profite pour vous parler de deux animaux. Ici, si vous avez sur la gauche, vous avez la baleine franche. La baleine franche, qui est la baleine qui était chassée par les Basques au départ, hein, et que l'on va trouver donc dans le nord de l'Atlantique, qui est une baleine qui est lente et qui a l'originalité de ne pas couler quand elle est tuée. Donc, elle était, entre guillemets, plus facile à exploiter par la suite après l'avoir tuée. Alors, juste un mot, cette baleine franche, on vient de découvrir une baleine dont on peut dater son âge à 211 ans. C'est-à-dire que ces baleines sont des animaux qui peuvent vivre plus de 2 siècles. On connaît le génome complet, on sait comment il faut pour ne pas avoir de problèmes liés à l'âge et de problèmes liés au cancer. Et comment on a découvert la première baleine à 211 ans? C'est parce que quand elle a été tuée, on a trouvé des harpons à l'intérieur de son lard, et ces harpons, on a pu les dater,
Et donc, on y revient. Le lynx sur le côté, j'avais des choses à vous dire. Je vois le temps passer, je ne vous le dis pas. Mais aussi, je dois vous dire que je l'ai mis parce que je trouve ce dessin de lynx tellement beau que j'ai voulu vous le mettre. Là, ça a été un petit... moi, je voulais qu'il me dessine un lynx entier, l'animal entier. Il m'a dit « Ah non, tu verras. » Et puis quand il est arrivé avec son dessin, je lui ai dit « Bon, ok, t'as raison. » Un petit clin d'œil en vous disant quand même qu'on peut voyager en restant chez soi. Et j'étais obligé de faire ce petit clin d'œil à Anthony van Leeuwenhoek, que l'on dit inventeur du microscope, ce qui n'est pas vrai, les microscopes ont été inventés par d'autres que lui, mais c'est lui, j'allais dire, le vrai premier utilisateur du microscope en tant que biologiste. Enfin, que biologiste. Il n'était pas biologiste du tout, il était un marchand de draps, mais il l'est devenu au fur et à mesure. Et donc, il va découvrir la vie donc des eaux douces, les ciliés, etc. Je vous ai mis ici un dessin de Stentor. Mais en regardant plus attentivement les travaux de Leeuwenhoek, je me suis rendu compte qu'il a découvert quelque chose d'assez fantastique. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une guêpe parasitoïde. Un parasitoïde, c'est un animal qui est parasite que pendant une partie de sa vie, ici sa vie larvaire, qui donc la femelle pond ses œufs à l'intérieur de la chenille d'une pyride, ici, et ici vous avez le moment où donc les petites chenilles, les petits asticots plutôt, sont sortis de la chenille, donc font une pupe, et puis vous avez les nouvelles guêpes qui ressortent. Il a tout suivi ça au microscope. C'est-à-dire que c'était un naturaliste absolument extraordinaire. Il écrivait à la Royal Society et donc on a toutes ces lettres qui sont d'ailleurs facilement accessibles sur Internet. Et pour les biologistes qui connaissent un petit peu disons, qui ont un petit peu un côté un peu naturaliste, à la lecture, on reconnaît parfaitement les organismes qu'il décrit. J'ai pris quelques exemples comme ça au fur et à mesure. Il y en a un, j'aime beaucoup vous parler de Louis XIV. Louis XIV, que l'on présente toujours comme naturellement le roi soleil, faisant beaucoup de guerres, etc., etc. Je ne savais pas que Louis XIV était si friand de botanique et de zoologie. Je le savais pour Louis XV et pour Louis XVI, mais pas pour Louis XIV. Et Louis XIV, eh bien, il a envoyé des naturalistes, Charles Plumier, de l'ordre des minimes, dont même ordre de Marin-Mersenne tout à l'heure, et puis Python de Tournefort, vu son nom, vous voyez que c'était un noble qui est donc parti, lui, du côté de l'Orient. Et Charles Plumier, eh bien, c'est lui qui va décrire le cacaoyer, qui va même revenir et... Pour ceux qui liront le livre, vous aurez le droit à la vraie recette du chocolat bu par les Incas. Hein. Et il va en particulier décrire ce qu'on appelle le gobi-col-roche. Alors le gobi-col-roche, vous voyez, c'est un animal, ici vous voyez, et le bleu, c'est le mâle dans sa livrée de noces, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà les animaux donc immatures. Vous voyez ici, au niveau ici des pelviennes, vous avez une ventouse. Et avec la ventouse et la bouche, il réussit à arpenter. Et je ne sais pas si ça se voit bien, mais ici le dessin, c'est les animaux en train de remonter le long d'une cascade avec cette ventille et avec cette ventouse et sa bouche. Ils remontent. Ils vont pondre donc dans ces torrents dans les îles de la Caraïbe, mais on a l'équivalent dans les îles du Pacifique.
les œufs et les alevins suivent les cours d'eau, vont dans la mer, donc donnent ces petits immatures qui reviennent dans les cours d'eau, qui remontent, et voilà le cycle, comment il avait réussi à définir ce cycle. Troisième partie, donc, ce que j'ai appelé la mise en ordre de la nature. Eh bien, pourquoi la mise en ordre de la nature ? Eh bien, parce que maintenant, on va commencer à avoir ce que j'appelle des naturalistes, disons presque semi-professionnels, ils ne le sont pas encore, mais des naturalistes qui commencent à être expérimentés. Et donc, ils vont partir et ramener, surtout des voyages maritimes, ramener des organismes. Alors, le point sur lequel je vais revenir tout à l'heure, c'est que les premiers voyages sont des voyages qui sont dictés par l'astronomie. Les premiers voyages, c'est pour faire des relevés astronomiques, et les naturalistes sont là parce que, on a pu en prendre quelques-uns, mais c'est l'astronomie qui va être la plus importante, ça va être donc la géographie, la physique du globe, et bien évidemment, il va y avoir aussi l'économie et la politique. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, en vous parlant des minimes et de Plumier, que Louis XIV, certes, envoyait ses minimes ramener des collections de zoologie et de botanique, mais il leur demandait au passage quand même de dessiner les plans des fortifications des villes et des ports qu'ils voyaient, c'est-à-dire qu'ils s'en servaient comme espions. Et juste une anecdote que je voulais dire quand même, Python de Tournefort, quand il est parti donc vers l'actuelle Syrie, vous voyez, c'est à peu près, grosso modo, là où il est allé, il était reçu par le roi avant de partir. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces voyageurs, Louis XIV les recevait à Versailles avant qu'ils ne partent, pour vous montrer quand même son intérêt. Alors, j'ai fait un choix rapide pour vous montrer un peu les choses. L'une des expéditions qui m'a absolument fasciné, je connaissais les noms, mais je connaissais peu la manière dont ça s'est passé, c'est ce qu'on appelle la Grande Expédition du Nord. Donc, c'était Bering qui était donc l'amiral qui commandait cette expédition, qui est mort pendant cette expédition, le Bering du détroit de Bering. Et puis Steller, pour les biologistes de la salle, c'est la rhytine de Steller, disons un animal marin qui a disparu. Mais ce n'est pas la rhytine que j'ai mise ici, je vous en ai mis deux. J'ai mis ici le jet de Steller. Le jet de Steller qui a une histoire absolument étonnante, étant donné que lorsque Bering est parti du Kamtchatka, a traversé le Pacifique et est allé, disons, grosso modo, jusqu'au sud de l'Alaska, donc au niveau, si vous voulez, de la côte du côté, pas très loin de Vancouver en réalité. Bon. Eh bien, il y avait de la brume tout le temps. Il ne pouvait pas faire le point. Donc, il ne savait pas où il était. Et en fait, quand ils ont débarqué, il y a Steller qui a vu ce jet, et avant de partir à Saint-Pétersbourg, il avait vu un livre qui correspondait à des dessins d'oiseaux qui avaient été faits en Amérique du Nord, et ce jet était dessiné. Et donc il a dit, on est en Amérique, étant donné que c'est le jet que j'ai vu. C'est la première fois, si vous voulez, où vous avez la biogéographie qui devient importante, et il ne s'était absolument pas trompé. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de dessiner la loutre de mer, cet animal que je trouve absolument fascinant. On a toujours l'impression qu'ils sont en train de glander sur le dos, si j'ose m'exprimer ainsi, à manger leurs oursins. Et ils sont intéressants parce que, disons, ils expliquent ce qu'on appelle une espèce clé de voûte, c'est-à-dire que mangeant les oursins, eh bien, les oursins broutent les algues, mais mangeant les oursins, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'oursins à brouter les algues, donc vous voyez des algues tout autour, là, des kelps.
Et qu'est-ce qui va se passer tout de suite après la découverte de Bering? Eh bien, il y a des chasseurs qui vont venir parce que ces loutres ont un poil très serré et donc c'est des fourrures absolument extraordinaires. Ces loutres vont être décimées. Ces loutres étant décimées, eh bien, les oursins vont pulluler. Si les oursins pullulent, eh bien, il n'y aura plus d'algues. Et n'ayant plus d'algues, il n'y a plus d'endroit pour que les petits poissons puissent grandir, etc., etc. Et ça a entraîné une désertification de cette région côtière. Bougainville. Sur Bougainville, plein de choses à dire, mais bon, oui, plein de choses à dire, j'en dis pas beaucoup. Juste un point, c'est que Bougainville sont naturalistes, commerçants. Il est parti avec son valet, qu'il a présenté comme Jean Barret, et qui était en réalité Jeanne Barret. Vous imaginez une femme sur un navire de guerre. Et cette Jeanne Barret est un personnage absolument étonnant. C'était une excellente naturaliste. En arrivant à Tahiti, eh bien, disons que la supercherie a été découverte. Bougainville a très bien traité ça, humainement parlant. Ils ont continué et ils ont été débarqués à l'île Maurice. À l'île Maurice, ils vont découvrir Madagascar et toute la faune et la flore absolument extraordinaire de Madagascar. Il y a des textes fantastiques de Commerson là-dessus. Commerson va mourir de fièvre à l'île Maurice et Jeanne Barret, disons au bout de 2 ans, va trouver un officier de marine qui va la ramener, c'est-à-dire que c'est la première femme à avoir fait le tour du monde. Mais je vais vous donner un scoop. Vous connaissez tous la Bougainvillée. Et tout le monde dit que Commerson a découvert la Bougainvillée. C'est pas vrai, c'est pas Commerson qui a découvert la Bougainvillée, c'est Jeanne Barret. Puisque lorsqu'ils ont débarqué au Brésil, Commerson était tombé dans le bateau, était blessé, il n'est pas descendu, c'est Jeanne Barret qui a descendu, qui a herborisé, qui a ramené cette plante qu'elle a trouvée fantastique, et puis donc c'est Commerson qui l'a décrite, l'histoire retient Commerson, mais vous voyez, c'est Jeanne Barret qui l'a découverte. Je voudrais maintenant faire un point un peu plus important sur tout ce qui va tourner autour de Cook et la Pérouse. Et en particulier, vous parlez d'un endroit très particulier qui s'appelle Botany Bay, qui correspond à la baie qui est actuellement au sud de la ville de Sydney, en Australie. Si elle s'appelle Botany Bay, c'est que vous imaginez que, eh bien, au point de vue botanique, elle était intéressante. Mais je voudrais profiter ici de cette occasion pour vous parler d'un personnage absolument fascinant qui est Joseph Banks. Je vais essayer d'aller plus vite que ce que j'ai mis sur le PowerPoint. Mais pourquoi je veux vous parler de ça? C'est parce que, vous savez, lorsque j'ai fait des cours de biologie évolutive, eh bien, beaucoup d'étudiants me demandaient le transformisme, c'est quand même Lamarck, c'était au muséum que ça a été enseigné pour la première fois. Pourquoi ce n'est pas les Français qui ont continué? Pourquoi c'est Darwin et c'est Wallace? Pourquoi ce n'est pas les Français? Alors moi, je vais donner beaucoup d'explications, mais vous allez voir, en lisant Joseph Banks, j'ai trouvé une explication supplémentaire qui vous dit pourquoi, eh bien, l'idée vraiment importante de, disons, descendance avec modification et sélection naturelle, eh bien, ne pouvait venir que de l'Angleterre. Alors, ce Banks, donc, très vite, il a 18 ans, son père décède, il hérite de la fortune de son père. La fortune de son père, c'est la 3e fortune d'Angleterre à l'époque. Et il va consacrer sa fortune à faire des voyages, à faire des collections. Et donc, c'est un esprit ouvert, c'est un bon botaniste. Et lorsque Cook
va partir pour son premier voyage. Il va embarquer, ça va être le botaniste de Cook, il va embarquer à ses frais. Et quand je dis à ses frais, c'est-à-dire qu'il va embarquer avec 9 autres personnes, son valet, bien sûr, mais aussi des dessinateurs, comme par exemple ici, je vous les ai mis, Spurring, Parkinson et Buchan. J'ai fait exprès de vous mettre les dates. Si vous voyez la circumnavigation de Cook, c'est de 68 à 71, vous voyez que les 3 dessinateurs n'en sont pas revenus. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. C'était d'un danger extrême, et quand on partait, on n'était vraiment pas sûr de revenir. Banks va faire une première expédition à Terre-Neuve. Il va donc avoir des dessins de Sidney Parkinson, et ses collections vont être classées par Daniel Solander, qui est un élève de Linné. Et j'ai mis FRS, ça veut dire Fellow of the Royal Society, c'est-à-dire, donc il rentre, il est académicien dans la Royal Society à 23 ans. Il n'a jamais rien publié, mais ça fait rien, il y rentre quand même. Et tout de suite, vous allez voir, je vais vous le dire pour aller plus vite, quand il va revenir de son voyage, il va être nommé président de la Royal Society, et il va rester pendant 41 ans président de la Royal Society, sans toujours jamais rien publier. Mais il va devenir ami du roi. Toutes les semaines, il dînait avec le roi. C'est comme si le président de l'Académie des sciences actuellement dînait toutes les semaines avec le président de la République et essayait d'influer un peu les choses. Bon, et là, il avait une réussite fantastique. Et cette première circumnavigation de Cook, eh bien, elle partait pour aller faire le transit de Vénus. Je vous ai mis ici les cartes des 3 voyages de Cook. Le premier voyage, c'est celui qui est en rouge, et Botany Bay et Tasnive aussi, voilà. Le deuxième voyage, vous voyez un peu en vert, il fait ici tout un périple dans cette zone-là, je vais vous l'expliquer pourquoi tout à l'heure. Et le troisième voyage, après le Pointillé, c'est après la mort de Cook, quand donc les bateaux reviennent. Donc le premier voyage, c'était fait pour étudier le transit de Vénus, et le deuxième voyage, eh bien, ça a été fait pour essayer de voir s'il n'y avait pas un continent qui était un continent inconnu. Je vous ai mis des cartes pour que vous compreniez comment on voyait les choses à l'époque. Vous voyez, on imaginait qu'il y avait dans ici l'hémisphère sud un continent qui était indispensable pour, d'après les scientifiques de l'époque, eh bien, pour équilibrer tous les continents qu'il y avait dans l'hémisphère nord. Il y avait quelque chose qui n'était pas connu. Ici, je vous ai mis une autre carte qui vous montre exactement la même chose. Donc, vous comprenez pourquoi Cook, dans son deuxième voyage, s'est baladé à cet endroit-là, et c'est lui qui a dit que ce continent n'existait pas. Vous parlez un tout petit peu du transit de Vénus, quand même. Voilà la photo d'un transit de Vénus du 8 juin 2004. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transit de Vénus? C'est exactement le mécanisme d'une éclipse, mais comme Vénus est tout petit, eh bien, Vénus se déplace comme une tache sur le Soleil. Et l'important, c'est que si vous prenez à 2 endroits extrêmement différents du globe terrestre le temps d'entrée et de sortie de ce transit, eh bien, vous pouvez calculer la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée de la taille du système solaire. Donc, c'était ça qu'ils allaient faire, c'était les grandes opérations de l'époque. Pour la petite histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre les différents transits de Vénus. Regardez, c'est assez intéressant. Il y en a 2, grosso modo 2 par siècle, qui se passent à quelques années de différence. Le premier, celui de 1631, était prédit par Kepler. Je vous l'ai mis parce que je suis admiratif de Kepler. Vous imaginez un peu prédire un transit de Vénus que représentait à l'époque. Le deuxième, 39, a été observé. 61, il a été observé par Marion Dufresne. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la marine, c'est un nom connu.
Et le 3 juin 69, eh bien, c'est Cook et Bougainville qui vont aller prendre donc les mesures de ce transit. Juste pour la petite histoire, vous voyez que si vous avez loupé le transit de 2012, il faudra attendre 2117. Hein, voilà. J'ai été étonné après avoir vu ça qu'il y ait eu peu de... Moi, j'en avais entendu parler un peu du transit de Vilnius de 2004, mais qu'il n'y ait pas eu plus à la télé, etc., sur ce transit, en disant, regardez, il y a quelque chose, et voilà quelque chose que vous allez voir et que vous ne verrez plus jamais. Enfin, bon. Alors, un bouquin anglais qui vous montre un peu l'histoire de transit de Vénus, Botany Bay. Alors, Botany Bay, deux images. La première, c'est juste pour vous montrer que dès le départ à Botany Bay, ça s'est bien passé. Le lapsus est intéressant. Ça s'est mal passé. Hein. C'est que, donc, immédiatement, il y a eu des morts. Voilà la ville de Sydney, l'aéroport de Sydney. Vous savez comment s'appelle ce grand building là, qui a l'opéra de Sydney est à ce niveau-ci, hein, l'opéra de Sydney. Voilà, alors c'est assez amusant de voir, on rentre dans la baie, on va à gauche et c'est là que va mouiller Cook, on va à droite et c'est là que va mouiller la Pérouse. Hein, donc ils vont se retrouver là, vous allez voir pourquoi. Et à Botany Bay, qu'est-ce qu'ils vont voir? Et c'est là quelque chose de vraiment intéressant. La botanique de l'époque va se trouver fascinée par... mettez-vous à la place des botanistes un petit peu plus tôt. Les botanistes, il y en avait certains qui disaient... Eh bien, on peut faire une botanique pour tout le globe terrestre. Et d'autres qui disaient, mais non, il faudrait une botanique pour l'Europe, une botanique pour l'Afrique, une botanique pour l'Amérique, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a des familles que l'on va trouver, des familles qui sont, disons, tropicales, équatoriales, nouvelles, mais aussi des organismes qu'on va trouver de l'autre côté du monde, comme cela, qui vont correspondre à des familles qui existaient, et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors celle-là, je n'ai pas pu m'empêcher de vous la présenter, parce que ça a été l'une des premières plantes découvertes à Botany Bay, qui va s'appeler Banksia, donc en l'honneur de Banks, et que ici, Julian Norwood a dessiné avec son pollinisateur. Ils vont trouver des cycas, c'est des plantes intéressantes au point de vue botanique, j'en parle pas plus. Et par exemple ici, je vous ai mis cette bruyère à forme de fuchsia. Vous voyez, c'est une bruyère. Cette fois-ci, ils reconnaissent du premier coup une bruyère. Et la question qu'ils vont se poser, c'est mais comment se fait-il qu'il y ait des plantes qui soient de la même famille à des endroits aussi éloignés? Bien évidemment, la réponse, ils ne l'auront pas. Autre point important aussi, je vous ai mis cet arbre, donc Corymbia gumifera, qui donc est le premier arbre qui va être décrit par Banks et Solander. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cet arbre forme ce qu'on appelle des malées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Banks et Cook vont être fascinés par la botanique qu'ils vont trouver, c'est-à-dire que actuellement, vous êtes en Europe, vous allez dans une forêt, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des arbres avec un grand fût, comme des chênes, des hêtres, etc., etc. Tandis qu'ici, vous voyez surtout des arbres qui buissonnent à la base, et vous avez des malées, donc, de différentes plantes, des eucalyptus, des corymbias, qui vont faire jusque des hauteurs, disons, de 3, 4, 5 mètres. Ça va vous faire comme une espèce de maquis extrêmement dense et qui est, à certains moments, parfaitement impénétrable. Donc, ça va être un choc botanique qu'ils vont voir. Et puis, donc ici, je vous ai mis cette autre protéacée, parce que cette protéacée donc, va être vue par Banks et Solander, mais elle va être décrite par Brown, le botaniste du mouvement brownien, qui va être une expédition plus tardive.
Retour, alors ça, c'est pas un dessin de Julian Norwood. C'est juste pour vous montrer le retour qui est triomphal de Cook et de Banks. Vous avez ici, dans ce dessin, vous avez Banks qui est ici. Ici, vous avez Solander. Voilà Cook. Ici, vous avez l'éditeur des bouquins. Et ici, vous avez le comte de Sandwich, qui était à la fois le créateur des sandwichs, mais aussi le premier lord de l'amirauté. Et vous pouvez remarquer une chose, c'est que vous avez le premier lord de l'amirauté qui est debout, et vous avez Banks qui est assis, ce qui veut dire quelque chose quand même. Hein. Donc, c'est pas Cook qui est célèbre, c'est Banks, parce que Banks va faire tous les salons londoniens. Vu sa fortune, vu son titre, etc., il est reçu partout. Il va donc être extrêmement célèbre. Et il va faire, à mon avis, la seule erreur politique de sa vie, c'est que pour le deuxième voyage de Cook, il va vouloir en prendre le commandement. C'est vraiment une erreur politique de penser que dans la marine royale anglaise, eh bien, ce ne serait pas, c'est pas un officier de marine qui commande. Hein. Et donc, il a été rejeté. Cook va partir avec d'autres bons botanistes pour son deuxième voyage, et il va ramener un Tahitien du nom de Omai. Voilà le portrait qui est fait d'Omai lorsqu'il revient du deuxième voyage de Cook. Banks n'était pas sur le bateau, mais regardez, qui vous avez ici? Vous avez Omai, ici vous avez Banks, et ici vous avez Solander. C'est-à-dire que Omai n'est pas dessiné avec Cook. Et donc, Banks à la Royal Society maintenant, comme je vous le disais, après ça, il va être élu président de cette Royal Society, il va devenir ami du roi George III, et il va tout réorganiser. Il va réorganiser la Royal Society qui, à l'époque, était sous la tutelle de Newton, et c'était les astronomes et les mathématiciens qui commandaient. Et ça va être, à ce moment-là, il va développer ce qu'on appellerait actuellement les sciences appliquées, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer les jardins botaniques. Il va développer les transferts de plantes. Il va développer la sélection. Il va développer les différents voyages. Et il va avoir des relations extrêmement fortes avec les colonies. Et là, je vous ai mis simplement pour vous montrer ce qu'il va faire. Par exemple, c'est lui qui va faire que le camphrier chinois va être importé en Jamaïque, la Jamaïque sous dominante anglaise à l'époque. C'est lui qui va faire que le manguier indien va se trouver en Jamaïque aussi. Et peut-être que ça, son plus grand succès, ça va être le théier de Chine qui va être en Inde, ça va être les thés indiens que nous connaissons tous. Eh bien, c'est Banks qui va faire ça. Et il va aider la sélection, et pour la sélection, juste une petite anecdote, c'est lui qui va faire venir de Paris des mérinos, et qui va faire une sélection pour la laine, la fameuse laine donc anglaise, toujours connue, cette laine qui va se faire par l'intermédiaire de Pierre Broussonnet. Si mes souvenirs sont bons, il y a une rue Broussonnet à Montpellier. Alors j'ai mis Pierre-Auguste parce que il se faisait appeler soit Pierre, soit Auguste. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas si c'est Auguste ou Pierre à Montpellier. Et Broussonnet s'écrit avec un N ou deux N, suivant les cas. J'ai mis quand même, il a fallu que je fasse un peu de biblio parce que Pierre et Auguste, je me disais que c'était deux frères et que c'était le même. Donc, en fait, maintenant, avec tout ça, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez une science anglaise qui va devenir une science appliquée,
avec de la géologie, avec différents voyages qui vont être mis sur pied, et avec de la sélection, et avec beaucoup de sélectionneurs. Or, regardez ce que fait Banks. Banks part en voyage sur un navire militaire. Il revient, il fait de la sélection, il y a plein de sélectionneurs. Darwin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va partir sur un navire, sur le Beagle, sur un navire militaire. La tradition était faite après Banks qu'un civil pouvait aller, naturaliste, pouvait aller sur un navire militaire. Il revient, il a l'idée d'évolution, mais c'est la comparaison de ce qui se passe dans la nature et du travail des sélectionneurs anglais qui va lui donner l'idée de sélection naturelle. Ces sélectionneurs étaient extrêmement importants, ils les connaissaient tous. Et si ces sélectionneurs étaient là, c'est parce que Banks avait travaillé avant. C'était pas du tout la même chose en France. Les sélectionneurs avaient beaucoup moins d'importance. Les voyages d'exploration, quelques noms quand même que vous connaissez. George Vancouver. C'est quand même un nom qui est célèbre. Il était officier sur les deuxième et troisième voyages de Cook. Je passe Flinders. Célèbre aussi Bounty. Célèbre, bien évidemment, pour autre chose. Mais qu'est-ce que devait faire le Bounty? Il devait ramener de l'arbre à pain, donc des îles du Pacifique, vers la Caraïbe. Mais quand vous lisez les problèmes sur Cook, mais pourquoi allait-il chercher l'arbre à pain? Eh bien, mais c'est pour une raison qui était bien simple. C'est au moment où il y a eu la guerre d'indépendance des États-Unis. Les Anglais se sont retrouvés avec leurs possessions dans la Caraïbe, et en particulier avec leurs esclaves, parce que le trafic était déjà depuis longtemps organisé, à nourrir. Ils ne pouvaient plus les nourrir à partir du continent. Donc l'arbre à pain, c'est ce que Banks a proposé d'importer dans la Caraïbe pour nourrir les esclaves. Et donc, cet arbre à pain, vous savez, eh bien, s'il n'a pas ramené à son premier voyage pour les raisons que vous connaissez, il fera le deuxième voyage, il ramènera. Et si vous allez actuellement, la Martinique, je ne connais pas, mais je connais bien la Guadeloupe, vous avez des arbres à pain, et donc, ces arbres à pain proviennent donc de cette maintenance. Dernière chose, pour vous montrer l'importance de Banks, c'est lui qui va proposer au roi d'envoyer en Australie les forçats dont on ne voulait pas en Angleterre. Ben oui, parce qu'avant, tous les individus dont on ne voulait pas sur l'île, eh bien, on les envoyait en Amérique du Nord. Mais là, maintenant, à la guerre d'indépendance, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un autre endroit. Eh bien, on va trouver l'Australie. On va trouver l'Australie et donc ça va être ce qu'on appelle la première flotte, the First Fleet, qui va partir à Botany Bay et qui va fonder d'ailleurs donc Sydney. Une petite histoire quand même, c'est que quand la première flotte arrive à Botany Bay, le jour suivant, la Pérouse arrive. Alors, je vous explique. Regardez le trajet de la Pérouse. La Pérouse, donc quand il a passé ici le Cap Horn, il remonte, il va donc ici étudier la côte ouest de l'Amérique, il va traverser, il va aller jusqu'à Formose, il va ici travailler tout autour de la Chine, le Japon, etc. Il va jusqu'au Kamtchatka, et là au Kamtchatka, qu'est-ce qu'il fait? Il débarque quelqu'un qui est nommé ambassadeur pour la Russie, qui est un nom que vous connaissez bien, c'est un Lesseps. C'est l'oncle du Lesseps
du canal de Suez que vous connaissez. Et quand il arrive au Kamchatka, qu'est-ce qu'il trouve ? Eh bien, il y avait une lettre qui avait été envoyée de Versailles. Cette lettre avait traversé tout le continent. Et la lettre, c'était « Nos espions qui sont à Londres pensent qu'il y a une flotte anglaise importante qui va en Australie. Prière d'aller vérifier. » Parce qu'on peut se demander quand même pourquoi, alors qu'il est en train de faire ça, tout d'un coup, il fait ça. Il fait ça, je le fais rapidement comme ça, ici, avec la souris, mais ça fait quand même quelques mois de navigation. Donc, en fait, eh bien, c'est de l'espionnage, et il arrive à Botany Bay exactement en même temps que la première flotte. C'est pas du tout une coïncidence, comme vous pouvez le lire sur certains livres, mais a été donc ici quelque chose qui a été de vérifier si ce qui avait été dit et vu était bien ça. Ce que vérifie la Pérouse, et la Pérouse après va partir et va, vous savez, sombrer à Vanikoro. Alors, la quatrième partie donc, correspond à la recherche d'explications. Je vais aller extrêmement vite parce que je vois le temps passer. Je vais prendre juste 5 minutes. Oh oui, oula, oui. Bon. Alors ici, juste un petit point sur Humboldt et Bonpland qui vont en Amérique du Sud et puis qui vont faire beaucoup de botanique. J'insiste pas plus, me poser des questions là-dessus si vous voulez. Expédition Baudin, quelque chose de très intéressant, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'ils étaient sur leur bateau, les bateaux leur servaient d'aller de île en île, et les naturalistes débarquaient sur l'île et regardaient ce qu'il y avait sur l'île. Ce n'est que très tard que les naturalistes ont dit on est sur un bateau, on peut quand même regarder ce qu'il y a dans l'eau. Et ça a été donc, ici je vous ai mis des animaux planctoniques, donc ici un gastéropode et une méduse. Bon, alors Darwin, j'en ai parlé. Je termine ici par Wallace, qui va découvrir l'évolution sur le terrain, qui est un personnage extrêmement important, va en particulier par tout ce qui tourne autour du mimétisme. J'ai absolument pas le temps d'en parler. Il va découvrir les oiseaux de paradis, ce que vous trouvez en couverture. Et il va être celui qui va être le premier qui va montrer qu'il peut y avoir des faunes qui, s'opposent. Et ça va être la ligne Wallace qui passe d'un côté, si vous voulez, vous avez l'Australie et la Nouvelle-Guinée, et de l'autre côté les îles de la Sonde. Et c'est lui qui va voir que ce n'est pas du tout les mêmes faunes de part et d'autre. Et il va commencer à expliquer ça par la géologie. Et il faudra attendre la tectonique des plaques pour comprendre pourquoi ces deux faunes sont complètement différentes. Et donc j'ai demandé à Julien de dessiner ce Cacatoès soufré, qui est d'un des individus qui est du côté ouest de la ligne Wallace. Je termine par, la défense de l'environnement. Aux États-Unis, John Muir va être celui qui va voyager à pied à travers tous les États-Unis et qui, dans le niveau des Rocheuses, va découvrir, au niveau de Yosemite, va découvrir des endroits absolument intéressants et qui va être à l'origine des parcs naturels de Yosemite et de Sequoia, le parc de Yellowstone ayant été créé quelques années auparavant. Mais, juste un point pour vous indiquer comment était la conservation de la nature à l'époque. John Muir, donc, voulait des parcs, et dans ces parcs, il ne voulait absolument pas qu'il y ait un homme qui puisse résider. Simplement, on a le droit de traverser, mais on n'a pas le droit d'y résider. C'est-à-dire que tous ceux qui habitaient sur ces parcs ont été jetés, en particulier pour un parc, une certaine tribu indienne, n'insistons pas plus. Mais pendant ce temps-là,
pendant que le président Grant signait pour la création de ces parcs, eh bien, il signait aussi pour la destruction complète des bisons d'Amérique du Nord, en sachant qu'en détruisant les bisons, eh bien, on affamait les Sioux et les Comanches. Juste pour une anecdote, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y a des bouquins qui disent qu'il y avait des bateaux, vous savez, les bateaux à aubes qui étaient sur le Mississippi, qui descendaient le Mississippi, avec une dizaine de la viande de bison. Mais c'est pas vrai, c'est pas la viande de bison. C'était des langues séchées de bison. On tuait le bison, on prenait la peau, on prenait la langue, c'est tout. Vous voyez à quel point c'était. Et la tourte voyageuse est un pigeon qui faisait des nuages entiers de vols et donc qui ont été absolument décimés. Le dernier pigeon est mort dans un zoo en 1930 et était complètement décimé, eh bien parce que c'était une catastrophe pour les fermiers qui voulaient planter leurs choses. J'ai fait que survoler les choses. J'ai fait une petite dernière planche pour vous dire merci de votre attention, mais aussi pour vous dire que j'ai fait un chapitre sans personnages, j'ai appelé ça « Les baleiniers ». J'ai une admiration sans borne pour les baleiniers qui partaient chasser le cachalot. Donc j'ai raconté la vraie histoire de Moby Dick. Vous pourrez me poser une question là-dessus si vous le désirez. Mais j'ai repris une chanson que vous connaissez bien, une chanson de baleinier, qui dit que on y laissera sa peau. Grosso modo, les baleiniers américains, quand ils partaient pour 3 ans. Ils chassaient le cachalot. Il y avait la moitié de l'équipage qui revenait. Hein? C'était quelque chose d'assez fantastique. Et maintenant, ces cachalots, on commence à en connaître la biologie. On sait qu'ils vont manger ces calmars géants, ces calmars colossaux. Donc Julien vous a dessiné ici une attaque de cachalot sur un calmar géant. Et je terminerai là-dessus. Le dernier record connu d'un cachalot, un grand mâle, une plongée de 90 minutes jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Essayez de faire pareil. Je vous remercie. Je peux vous parler quand même du vrai Moby Dick. Bon. Alors, 2 points importants. C'est que des baleiniers coulés par des cachalots, ça a existé. Ça a été répertorié, on en connaît au moins une dizaine. Et pour 3 d'entre eux, on connaît parfaitement les choses telles qu'elles se sont passées. Et celui donc qui a été, disons, à la source de Moby Dick, c'est le cachalot qui a coulé, un bateau qui s'appelle l'Essex, qui a été connu à l'époque parce que les marins se sont retrouvés sur les baleinières et ont réussi à rejoindre le Chili, mais comme ils avaient des problèmes de nutrition, eh bien, il y a eu de l'anthropophagie. Et c'est surtout cette anthropophagie qui a marqué plutôt que l'accident sur l'Essex. Et en fait, le point est extrêmement amusant quand vous regardez les choses, et il y a des historiens qui se sont basés là-dessus, c'est que, vous savez, les cachalots, ils font de l'écolocation, ils font ce qu'on appelle des cliques avec une énergie absolument colossale, qui leur permettent de faire de l'écolocation, qui leur permettent de dialoguer entre eux. Et au moment où, sur 3 bateaux, il y a eu un grand mâle qui a foncé dessus et qui les a coulés, eh bien, il y avait un marin qui martelait quelque chose. Il y en avait un qui réparait une baleinière et un autre qui réparait des harpons. Et l'une des hypothèses qui a été mise en avant
par un des biologistes spécialisés cachalots qui parlait de ça, que j'ai lu, c'est de dire que peut-être ces bruits l'avaient attiré, et donc c'était disons un compas de mâles. L'autre point important, c'est que des grands cachalots comme cela, albinos, ça a été décrit, et en particulier il y en avait un qui était proche d'une île qui s'appelle l'île Mocha. L'île Mocha est au large du Chili et qui est juste au sud de l'île Fernandez. L'île Fernandez, vous savez, c'est là où a été le véritable marin trouvé tout seul. Je ne sais plus quel était son vrai nom. Et donc, Mochadik était un grand mâle qui, dans sa vie, a dû être à l'origine de la mort d'une 50aine de marins. Et lorsqu'on a réussi à le tuer, c'était un animal qui faisait 33 mètres de long pour 100 tonnes. C'était une belle bestiole. Et des mâles comme cela qui défendaient les troupeaux, il y en avait, ils avaient leurs surnoms. Les baleiniers avaient donné les surnoms, à tel point qu'il y a eu un moment, et il y a eu donc à Newport, il y a eu une réunion de tous les commandants de baleiniers, les assureurs, pour vouloir se débarrasser de ces mâles, qui étaient une catastrophe. Et donc vous voyez que l'idée du Moby Dick, et c'est donc Mochadik qui est devenu Moby Dick. Mochadik était albinos, et les sexes coulés par un cachalot. C'est comme cela qu'est venue l'idée de Moby Dick, ce livre merveilleux qu'on peut lire au premier degré, mais qu'on peut lire de manière philosophique à un deuxième ou un troisième degré. On avait une question là-haut. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonsoir. Déjà, je vous remercie pour votre conférence. J'ai beaucoup apprécié de voir un modélisateur nous présenter la nature autrement que par des équations. Et j'avais du coup envie de vous poser une question qui a trait à une remarque que vous avez faite au début de votre conférence, qui est que à l'époque des grandes explorations, les gens de science étaient aussi des gens de lettres. Et à partir du début du XXe siècle et tout au cours du XXe siècle, on a l'impression qu'il y a une dichotomie qui s'est créée, et en particulier que l'écologie est devenue beaucoup plus le domaine des mathématiciens, des physiciens, et d'une certaine manière, ces grandes explorations, cette écologie de l'observation s'est découplée de l'écologie explicative. J'ai l'impression qu'on a un petit regain maintenant dans cette idée que cette description de vivant, que ces grandes explorations font partie de la science de la nature. Mais je voudrais savoir, vous, avec votre regard de modélisateur, ce que vous apporte cette fascination pour les grandes explorations et cette écologie qualitative, cette écologie de la description, en fait. Alors, je n'utiliserai pas le terme d'écologie dans ce que j'ai fait, parce que l'écologie, en fait, vous savez, c'est vraiment une science qui va être créée au XXe siècle. Bon, je suis d'accord avec vous que Humboldt va être le premier qui va faire de ce qu'on peut appeler a posteriori de l'écologie. Mais en fait, je ne vous en ai pas parlé d'Humboldt, mais Humboldt, j'ai intitulé le chapitre « Une navigation terrestre ». Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Humboldt ? Il a traversé la partie nord de l'Amérique du Sud, mais avec les instruments qu'ont les marins. C'est-à-dire que tous les jours, il faisait le point, il relevait la température, il relevait l'humidité, il relevait la pression atmosphérique, il relevait l'altitude, etc. Il essayait de caractériser le plus possible les conditions physico-chimiques où il était. Et donc ça va être le premier, parce que comme il faisait des points extrêmement précis, eh bien, on va pouvoir relier la vie de telle ou telle plante avec telle ou telle condition. Et l'une de ces heures de gloire, ça va être le moment où il fait l'ascension d'un grand volcan du Pérou qui est le Chimborazo.
Il ne va pas y aller jusqu'en haut parce que c'est vraiment très, très, très difficile. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre l'étagement, c'était l'une des planches que je vous présentais, il va comprendre l'étagement qu'il y a lorsque l'on monte en altitude. Et ça va être le premier qui va faire, avec Bonpland, qui va faire le parallèle entre l'altitude et la latitude. C'est-à-dire que plus on monte en altitude, disons, on a froid, plus on monte en latitude, on a froid. Et donc, il va y avoir cette comparaison qui est classique maintenant dans les cours d'amphithéâtre. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus et je reprends votre question. Il y a des Américains qui ont fait la même ascension que Humboldt il y a 3 ans. Et les points d'Humboldt sont tellement précis qu'ils ont retrouvé exactement l'endroit où Humboldt a fait ses relevés. Eh bien, tous les niveaux qu'Humboldt a relevés ont monté de 500 mètres depuis que Humboldt avait fait ses observations. Donc, vous voyez, 500 mètres en 2 siècles, c'est quand même, disons, un bon réchauffement. Donc, je dois vous dire que je ne suis pas sûr de mettre un œil pour reprendre votre question, un œil de modélisateur là-dessus. Je mets plutôt un œil de gamin, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, j'ai retrouvé avec cette partie de science, j'ai retrouvé un peu les choses dont je rêvais quand j'étais gamin. Alors, je vais vous donner une anecdote pour que vous compreniez ce que je veux dire. J'ai fait des campagnes océanographiques et j'ai eu la chance de descendre dans le Nautile à 3000 mètres de profondeur. Donc, alors quand ma mère a su que je descendais dans le Nautile à 3000 mètres de profondeur, elle dit « mais c'est très dangereux, etc. » Je lui ai dit. Alors j'ai eu une très très mauvaise réponse. Je lui ai dit « tu sais, si je meurs à 3000 mètres de profondeur, eh bien je ferai la première page du Monde. » Elle n'a pas trouvé ça drôle du tout. Bien, et donc quand je suis remonté, je lui ai téléphoné. Et je lui ai raconté un peu les choses et je l'ai entendu me dire « Alors, tu y as réussi ?» Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, tu y as réussi? Depuis le temps que tu nous bassines de ce genre de choses, depuis que tu es tout petit. Donc, vous voyez, c'est un peu... le modélisateur, il disparaît... un peu derrière ça, il va réapparaître lorsqu'il va faire les phylogénies de tous ces organismes. C'est un peu là que mais c'est de retour. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a franchement la découverte sur le terrain ou comme, puisque j'ai fait pas mal de terrain quand même, bien que je ne sois pas un bon botaniste de terrain, la découverte sur le terrain, mais après donc le retour au laboratoire, je veux dire que c'est un plaisir de part et d'autre, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Il y en a un qui est plus austère et un autre qui est plus ludique, disons. Ludique en disant que c'est quelquefois fatigant aussi. Oui, bonsoir. Merci de votre exposé. Je pense qu'il y a eu un grand succès. Une question un peu anecdotique. J'ai lu que le calmar géant, tel qu'il est si joliment représenté, n'a jamais été observé directement et que c'est simplement sa présence dans l'estomac des cachalots et en pièces détachées qui atteste de son existence. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Alors là, c'est pas vrai. Le calmar géant a été observé au départ par des échouages. Des échouages, et j'ai plus en tête, c'est un élève de Linné qui va décrire l'Architotis, qui est, je pense, c'est 1780 ou quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons, mais enfin, je peux me tromper. Et donc, il y a eu différents échouages.
Et le premier calmar vivant qui a été observé, il a été observé par une corvette française au large de la Mauritanie. Il a essayé de capturer le calmar qui devait, à l'époque, d'après ce que disent les officiers, faire quelque chose de 5 mètres, quelque chose comme ça. Et quand ils ont essayé de le remonter à bord, il s'est coupé en deux. Et le malheur, c'est que la tête a coulé. Ils se sont retrouvés qu'avec la queue, c'est quand même moins intéressant pour un zoologiste. Mais surtout, ce qui s'est passé au cours de ces quelques dernières années, c'est que les Japonais les ont filmés en profondeur. Les Japonais donc ont réussi à les attirer par des lumières et puis des leurres, des morceaux des leurres lumineux et puis des morceaux de poissons. Et donc, ils les ont filmés en 200-300 mètres de profondeur. Ces films, allez voir, vous les trouvez sur Internet, c'est absolument fascinant. Vous les voyez, vous voyez l'animal arrivant, se rendant compte que tout d'un coup, ce qu'il touche, c'est pas mangeable parce que c'est un phare, il devient tout rouge, et vous avez l'impression qu'il devient rouge de colère de ce qu'il vient de trouver. Et donc, ils sont là, et il y a des études, des films qui ont été faits, ils ont été filmés aussi par les Américains, mais moins bien que par les Japonais, qui là sont vraiment les meilleurs, ils vont continuer. Et vous savez que maintenant, on différencie, il y a le calmar géant, donc, et il y a le calmar colossal. Le calmar colossal, vous les avez là. Vous voyez, le calmar géant, c'est celui qui est là-haut. Alors, le calmar géant est caractérisé par le fait que les géants, ce sont les femelles. Les mâles sont beaucoup plus petits, font à peu près le tiers de la taille des femelles. Et celui qui est en dessous, c'est le calmar colossal, qui pour le moment n'est connu qu'au niveau de l'océan Antarctique, qui est beaucoup plus trapu, qui est beaucoup plus pesant, et que les cachalots vont aussi manger. L'une des originalités, vous le voyez au-dessus, là, c'est que le calmar géant a des ventouses qui sont avec, vous voyez le petit rond jaune autour de cette ventouse-là, ce sont des crochets de chitine qui fait que quand la ventouse prend la proie, vous avez les crochets de chitine qui la grippent, tandis que le calmar colossal, vous voyez, n'a qu'un seul crochet de chitine qui vient crocheter la proie lorsqu'il la prend. Alors, pour continuer sur ce que vous venez de dire, il y avait 2 choses aussi qui étaient importantes. Avant, bien sûr, c'est les restes qui étaient trouvés dans les estomacs de cachalots, vous avez raison, mais aussi les marques de ventouse qu'il y avait sur l'animal, puisque vous voyez, ces ventouses-là peuvent blesser avec leurs crochets. Et il y a toute une littérature à l'époque qui était, mais est-ce que c'est la bonne taille de la ventouse, ou est-ce que l'animal, il a été blessé alors qu'il était jeune et que ça a grandi lorsque l'animal a grandi, donc est-ce qu'on peut faire une péréquation, enfin, etc., etc. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des péréquations. C'est-à-dire que vous avez des calmars géants d'une 20aine de mètres de long quand même, hein, ça fait des jolies petites bestioles. Et on commence à connaître, je termine là-dessus, puisque ça vous intéresse, mais allez chercher sur Internet, tout ce que je vous raconte, c'est assez facile à trouver. On sait qu'ils vont vivre surtout dans des canyons sous-marins. On connaît les canyons sous-marins où sont réfugiés où vont s'abriter les calmars géants. On ne sait pas très bien pourquoi ils s'abritent là, mais comme par hasard, c'est les endroits où les cachalots vont plonger. Donc, ils ne sont pas idiots non plus, hein. Merci déjà. Je voulais savoir combien de temps ça vous a pris à faire ce livre. Grosso modo, disons un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans, parce que en fait, dans le livre, je me suis astreint à, premièrement,
accès aux sources princeps, c'est-à-dire aller lire les livres de bord des capitaines, etc., etc. Ce que on disait que l'on trouve maintenant sur Internet de manière relativement simple. Il a fallu que je refasse l'histoire, parce que par exemple, quand je parle de l'histoire des expéditions portugaises, espagnoles et surtout hollandaises, les expéditions hollandaises partent au moment où vous avez la dislocation du royaume de Charles Quint. Si vous vous en souvenez de votre histoire, tous, c'est une histoire qui est extrêmement compliquée et donc il faut à chaque fois bien replacer l'histoire. Par exemple aussi, je reparle de l'achat de la Louisiane par les États-Unis, par Jefferson, donc à Bonaparte au moment du Directoire, tout ça. Et donc il faut bien replacer l'histoire. J'ai tout vérifié. Puis il y aura peut-être des erreurs, mais s'il y a des erreurs, c'est qu'il y avait des erreurs dans les sources. Et puis bien évidemment la géographie. Pour la biologie, disons que ça allait plus vite. Donc toute cette partie historique, en fait, m'a fasciné. Et dans les 4 ans, j'aurais pu aller plus vite. J'aurais pu aller plus vite, mais je vais vous dire une chose. Quand vous plongez dans ces bouquins, vous avez... Ça y est, voilà, c'était ça que je voulais savoir, mais c'est tellement intéressant que vous continuez à lire. C'est-à-dire que, alors que j'avais... vraiment l'information que je voulais, mais quelquefois je perdais 2 heures à continuer à lire parce que c'était intéressant, et puis voilà, voilà. Juste une parenthèse, quand on a discuté avant, en fait, il me disait, j'espère que les ventes du livre vont me permettre de rembourser tous les livres que j'ai achetés pour l'écrire, en fait. Oui, au moins, bon. Surtout que j'ai une manie, j'aime bien les livres anciens. Alors j'ai acheté quelques livres un petit peu chers, pour vous dire. Mais alors c'est fascinant de relire. Je ne vous ai pas parlé de Hudson, toute cette partie-là de découverte lors du passage du Nord-Ouest. C'est absolument fascinant de savoir comment les choses se passent. Et puis les découvertes, pourquoi il y a eu telle expédition. Bon, je ne vous ai pas dit pour Tournefort, mais en fait, l'expédition, c'était aussi de voir si on ne pouvait pas aller conquérir un peu les choses là-bas. Enfin, je veux dire, il y a aussi toute cette... comment dirais-je, toute cette histoire, toute cette politique qui est quelquefois, d'ailleurs, vous trouvez les choses de manière assez malsaine quelquefois, mais bon, mais c'est absolument fascinant de voir toutes ces explorations. Mais on se rend compte que les gens n'étaient pas toujours très gentils. Voilà. Quelquefois, c'est poignant. Quelquefois, c'est poignant. Par exemple, je vous cite l'histoire de Magellan arrivant à Goa. Bien, pour montrer qu'il était quand même quelqu'un de fort, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coulé un bateau de pèlerins qui revenaient de la Mecque. Voilà. Comme ça, gratuitement. Il a coulé le bateau pour montrer que, eh bien, il avait des canons et que voilà. Et bon. C'est effrayant. Et puis l'autre anecdote aussi que je peux citer, je peux ? Chef, je peux ? C'est pas moi le chef, hein, mais oui. Magellan, quand il est parti, il a eu donc une rébellion et sur le petit îlot à l'endroit de l'entrée du détroit de Magellan, eh bien, il va mettre à mort son second, parce que, bon, ça se fait pas quand même d'être contre le chef, clac.
coupe la tête, et puis, bon, qui continue. Et Francis Drake, que vous connaissez tous. Francis Drake, non? Francis Drake, est-ce que ça vous dit quelque chose, l'Invincible Armada? Eh bien, Francis Drake était l'amiral de l'Invincible Armada. C'était Élisabeth Ier, qui était reine d'Angleterre. Comment? Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Non, oui. Louis était contre. Oui. Merci. Était effectivement celui qui a vaincu l'Invincible Armada. Voilà, ça y est. Bon. Et non, parce que ce que je voulais vous dire, je pensais à autre chose en le disant, pour ça que ma langue a fourché, que, en fait, Élisabeth Ier était surnommée la Reine Vierge, et c'est pour elle que la Virginie actuelle des États-Unis a été appelée Virginie. Et Francis Drake, il avait été envoyé par Élisabeth Ier tout simplement pour aller piller les galions espagnols chargés d'or. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va donc du côté principalement du Chili, où d'ailleurs il va revenir avec une fortune pas possible. Mais il a un problème avec son second. Un gros problème. Il dit, franchement, bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il joue le rôle de procureur, de juge et d'avocat en même temps, ce qui simplifie les choses, et le condamne à mort. Eh bien, où il va le mettre à mort? Eh bien, juste sur l'île où Magellan avait déjà tué l'autre, si bien qu'il va retrouver les ossements de l'autre et il va tuer l'autre. Vous voyez quoi? C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Après, il va passer les détroit de Magellan. Il va remonter, il va piller, il va remonter, il va aller il va rentrer dans la baie de San Francisco. On sait exactement à l'endroit, je l'ai dit dans le bouquin, à l'endroit où il a débarqué, on le sait par les plantes en particulier qu'il décrit. Et puis, il va essayer de passer par le passage du Nord-Ouest. Il va remonter vers l'Alaska, il ne va pas trouver, et puis il se dit, où j'en suis maintenant? Eh bien, je reviens, mais en faisant le tour, je ne réussis pas, je n'essaye pas de repasser par le détroit de Magellan. Il boucle sa circumnavigation, et ce sera le premier capitaine qui aura commandé de bout en bout une première circumnavigation. C'est pour ça que Drake, j'en ai parlé, parce que c'était vraiment intéressant. Surtout l'un des points vraiment intéressants de Drake que je trouve, c'est que quand ils arrivent à la baie de San Francisco, eh bien, il y a pas mal de marins qui ont le scorbut, et il y a un des marins qui trouve une plante qui ressemble à une chicorée, et qui est en fait une chicorée. Et il va accueillir, et voilà, il va soigner tout l'équipage avec la chicorée qu'il va cueillir sur cette baie de San Francisco, qui est, il est au large du Golden Gate. Il n'est pas rentré complètement à la baie de San Francisco avant le Golden Gate du côté nord. Alors, j'ai particulièrement apprécié votre description des naturalistes par le biais des artistes, de l'observation, par le biais de la représentation artistique. Et la question que je me pose, c'est pourquoi vous avez débuté par Ulysse et pas par le premier art animalier qui est l'art pariétal, puisque des hommes du Paléolithique ont dépeint et peint très justement la faune qui les environnait. J'y ai pensé. Mais, j'avais pas de voyage à raconter. 2, j'avais pas d'individus particuliers, je ne connaissais pas leurs noms. Donc j'ai commencé, si vous voulez, pour tout vous dire, celui que je voulais prendre pour commencer, c'était Pythéas. Part de Marseille,
qui va donc vraisemblablement jusqu'en Islande, donc la route de l'État, etc., bon, qui découvre, mais je n'ai rien trouvé de description naturaliste chez Pythéas. Et donc, en fait, je me suis dit, de quoi on parlait? Et je voulais absolument parler du nanisme et du gigantisme insulaire. C'est-à-dire que pour les non-biologistes de la salle, lorsque des gros animaux arrivent sur une île, eh bien, la pression de sélection est pour qu'ils deviennent petits, principalement du fait que les terrains de chasse, etc., sont beaucoup plus petits. Et donc, ces éléphants, donc, sur les îles de la Méditerranée, il y avait des éléphants nains, mais il y avait des hippopotames nains, il y avait des mammouths nains, vous voyez. Et aussi, j'en parle à un autre moment, le gigantisme insulaire. Le gigantisme insulaire, c'est l'inverse, c'est que les tout petits animaux qui arrivent sur une île deviennent beaucoup plus grands. Et donc, par exemple, j'en parle avec les tortues que vous pouvez avoir, comme les tortues des Galapagos, par exemple. Mais juste pour vous dire que ce gigantisme insulaire, que je connaissais que par livre, moi je l'ai découvert, vous savez où je l'ai découvert? Je l'ai découvert sur l'archipel de Molène-Ouessant. J'étais avec un copain qui était spécialiste des petits mammifères insectivores et rongeurs. Les musaraignes qui sont sur l'archipel de Molène-Ouessant sont un tiers plus grosses que les musaraignes que vous avez sur le continent. C'est quand même très significatif. Naturellement, ça n'a pas la taille d'un chat, mais quand même, c'est très significatif. Et je voulais absolument trouver des éléments qui me permettent de parler de biologie. Et là, je voulais aussi donc parler de mythe. Et donc, ce mythe du cyclope m'a paru une accroche, disons, intéressante. Voilà comment les choses se sont passées. Mais nous avons pensé la même chose. Bonsoir, merci pour votre exposé qui était passionnant. J'aurais aimé savoir si lors des expéditions scientifiques, notamment françaises et britanniques, il y a eu des échanges de données sur le plan scientifique ou au contraire on les gardait un petit peu pour chaque camp avant de les rapatrier en Europe. Ah, ça c'est une excellente question parce que j'ai découvert des choses absolument étonnantes. Parce qu'il ne faut pas oublier que, disons, pendant tout ce temps-là, disons, avant la Révolution, puis après Napoléon, disons que les Anglais et les Français n'étaient pas très copains, si vous voyez ce que je veux dire. On était en guerre tout le temps, pour simplifier les choses. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre deux anecdotes. Première anecdote, la Pérouse, sous l'ordre de Louis XVI, va partir. Qu'est-ce que fait la Pérouse? La Pérouse envoie 2 de ses officiers à Londres pour aller voir Banks et pour, en particulier, savoir, comment il les nourrissait pour lutter contre le scorbut, et deuxièmement, connaître les instruments de navigation qu'ils avaient. Eh bien, qu'est-ce que va faire Banks? Il va donner aux officiers des boussoles qui avaient appartenu à Cook. C'est-à-dire que, vous voyez, alors que, disons que quand même c'était 2 pays qui étaient, disons, ennemis, même en temps de paix, ennemis, eh bien il y avait une espèce de fraternité, je dirais une double fraternité, une fraternité des marins d'abord, et ensuite une fraternité des naturalistes. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand la Pérouse, quand je vous ai vu la descente qu'il va faire pour aller jusqu'à Botany Bay, et il va trouver ces Anglais qui débarquent avec son petit millier de forçats, avec les prostituées qui vont avec, etc. etc. Donc ça fait quand même presque 1500 personnes.
Et il les trouve dans un état démuni. Et qu'est-ce qu'il met ? Il met, il ordonne aux charpentiers de marine qui sont avec lui d'aider à la construction de cabanes pour abriter tout ça. Il va rester quasiment un mois pour les aider à s'installer. Et avant de partir, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne aux officiers anglais toutes ses collections naturalistes et la copie de son livre de bord. Donc, vous voyez que, alors que, comme vous voyez, il était venu par espionnage, c'est souvent pas le copain qu'on espionne quand même, hein. Et donc, vous voyez qu'en fait, il a confiance en eux et les collections et le livre de bord sont revenus en France. Hein, le boulot a été fait. C'est-à-dire que du voyage de la Pérouse, on ne connaît ce qui nous manque, c'est à partir de Botany Bay jusqu'à Vanikoro. C'est-à-dire rien du tout. Ça correspond quoi à disons, 3 semaines de mer, et 2 mois de mer. Hein. Donc vous voyez, il y a pas cette bagarre. Les botanistes français vont à Londres, vont voir les collections de Banks, ils sont accueillis. Les botanistes français à l'époque sont les meilleurs botanistes pour la classification, c'est Bernard de Jussieu en particulier. Eh bien, les Anglais viennent voir Bernard de Jussieu. Enfin, je veux dire, il y a une entraide absolument étonnante et qui dépasse, disons, les clivages politiques. J'ai droit à une question maintenant ou pas ? Alors, moi, je suis un peu indigné, en fait, du fait que vous avez complètement exclu le dodo de votre livre. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? Alors, pourquoi j'ai exclu le dodo ? Eh bien, c'est parce que les reconstitutions du dodo qui sont faites sont des reconstitutions qui, bon, mon Dieu, sont mignonnes. On connaît du dodo que le squelette et on le reconstitue, on en fait les couleurs et tout. Et donc, j'avais décidé de ne représenter que des animaux dont on était sûr de la qualité. Et je me suis rendu compte a posteriori que c'est pas vrai, j'ai fauté par ailleurs, étant donné que j'ai fait une reconstitution du mégathérium pour Darwin, et puis que je vous ai parlé ici de l'éléphant nain qui a disparu. Mais le dodo, d'autre part, je ne suis pas sûr que ce que j'aurais écrit aurait fait plaisir à tout le monde. On ne peut pas s'arrêter là. Parce que le dodo est représenté comme, regardez, comme l'homme est méchant. Il arrive sur une île, il y a une toute bestiole, toute mignonne. Qu'est-ce qu'il fait ? Il la passe à la broche. Mais, alors que c'est pas hyper bon, je crois, hein, dans les récits. Hein. Alors, dans les récits, ils disent que c'est pas hyper bon. Pourtant, c'est un pigeon. Bon, on dit que c'est pas bon. Mais ceux qui disent ça, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la marine. Quand vous lisez l'histoire de la marine et que vous regardez ce que ces marins mangeaient sur leur bateau, et que vous arrivez, vous imaginez ces marins qui arrivent, qui descendent, et ils voient un espèce de gros pigeon balourd qui arrive vers eux parce qu'ils sont naïfs, mais ils n'ont même pas peur de l'homme, ils arrivent, eh bien, je ne peux pas m'empêcher que sans doute à leur place, j'aurais mangé le dodo également. On vous écoute. Que reste-t-il à découvrir de la Terre ? Alors, mettez-vous à la place de ces naturalistes. Par exemple, les naturalistes marins, si vous voulez, qui arrivent
comme le Sueur, par exemple, l'expédition Baudin, début du 19e siècle, qui arrivent dans les îles comme toutes ces îles tropicales. Par exemple, les gastéropodes, qu'est-ce qu'ils vont décrire? Ils vont décrire tous les grands coquillages que vous connaissez. Ils vont décrire tous ces animaux qui sont immédiatement visibles et qui sont totalement attractifs. Ils vont décrire ce qu'ils voient du premier coup et qui les fascine. Et il y a tellement d'animaux et de végétaux qu'ils vont avoir, entre guillemets, le temps simplement que de décrire tout ce qu'ils peuvent voir, entre guillemets, facilement. N'oubliez pas qu'à l'époque, par exemple, pour le Sueur, je fais la description le requin à pointe noire. Le requin à pointe noire est un requin qui est classique. À l'époque, on ne connaissait pas toutes ces espèces de requins. Bon. Mais maintenant, on se rend compte que la plus grande diversité, je prends des gastéropodes, des organismes à coquilles, sont des gastéropodes qui ont la taille, disons, entre 0,5 et 2 mm. Bien évidemment, vous imaginez qu'à l'époque, ils passaient à côté de toutes ces petites bestioles, ils n'avaient même pas idée d'aller les chercher. Mais maintenant, eh bien, les découvertes qu'ils vont faire se font sur tous ces petits animaux. Et ce sont ces petits animaux qui, écologiquement, sont quasiment les plus importants. C'est eux qui donnent la plus grande biomasse. Et donc, en fait, vous voyez que vous avez toute une partie de la faune et de la flore qui est encore à découvrir. Je prends un autre exemple au point de vue botanique. Quand ils arrivaient, ils étaient fascinés par les plantes à fleurs. Les mousses, ils passaient à côté. Ce n'est que plus tard que l'on va aller... les fougères, des fougères arborescentes, ça c'est fascinant. Mais tout ce qui est mousse, etc., sera décrit bien plus tard. Toute la faune du sol sera décrite bien plus tard. Et des animaux qui sont difficiles à observer, comme les chauves-souris, par exemple, seront décrits bien plus tard. Donc, vous voyez, il y a toute une partie énorme de petits animaux, de petits végétaux, et j'irai jusqu'aux organismes unicellulaires, et j'irai jusqu'aux bactéries qui sont à décrire. Et il y a un travail absolument colossal à faire. Genre, à la louche, on peut dire, très grossièrement, qu'on imagine qu'on connaît quel pourcentage de la biodiversité? Alors, ça c'est... tu vas m'obliger à dire quelque chose, mais grosso modo, on a 2 millions d'organismes, un peu moins de 2 millions d'organismes décrits. Suivant les auteurs, il y en a qui font des extrapolations, et il y en a qui vont jusqu'à 100 ou 200 millions d'organismes vivants. Je pense qu'ils exagèrent un peu. Si vous voulez, les décomptages, j'allais dire, posés, laissent penser que ce serait entre 5 et 10 millions le nombre d'organismes qui doit exister sur Terre actuellement. Hein. Et j'attire votre attention sur le fait que ces quelques millions d'organismes sur Terre correspondent globalement à 0,01% de toute la biodiversité qui a existé depuis les temps géologiques. Hein. C'est-à-dire que ça permet de relativiser les choses. Voilà, je me suis lancé. Ok, ça marche. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot, et surtout les choses qui sont absolument fascinantes, c'est que, si vous voulez, la biologie de ces petits organismes n'est pas la même que la biologie des grands animaux et des grands végétaux que l'on connaît. Je résume les choses de manière très simple. Je fais la différence entre ce qu'on appelle la transmission verticale et la transmission horizontale.
Transmission verticale des gènes, c'est suivant la reproduction sexuée. Vous avez transmission dite verticale, donc on passe de génération en génération, et donc par les gamètes, ce que la génétique raconte depuis déjà un siècle et demi, et bien voilà, les gènes passent comme cela, donc d'une génération à une autre. On sait maintenant qu'il y a des transferts de gènes qui peuvent être qu'on appelle horizontaux, c'est-à-dire horizontaux au point de vue temporel, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'un adulte d'une espèce à un adulte d'une autre espèce. On connaît des transferts de gènes qui se sont passés chez des mammifères, on connaît beaucoup chez les plantes, mais on est en train de se rendre compte que les transferts horizontaux de gènes chez les bactéries, chez les archées, donc les organismes eucaryotes, et chez les eucaryotes unicellulaires, peuvent être massifs. Je me souviens du choc que j'ai eu lorsque, il me semble que c'est 98, quand il y a eu le séquençage complet d'une bactérie qui avait été faite par un labo américain, où il y avait 60% du génome qui était d'origine bactérienne et 40% qui était d'origine archée. C'est-à-dire que les génomes étaient une chimère de 2 morceaux de génome qui s'étaient raboutés. Et la question que je m'étais posée, c'était si ça avait été exactement 50-50, bien on aurait mis la bactérie ou ça. C'est-à-dire que vous voyez maintenant qu'au niveau des organismes unicellulaires qui soient, disons, prokaryotes ou eucaryotes, la vision de l'arbre n'est plus la bonne. C'est une vision de réseau qu'il faut avoir. Il faut avoir une vision de réseau parce que vous avez des transferts de gènes et c'est une des choses absolument fascinantes qui sont détectées actuellement. Ok, bon, ben merci à vous, merci à lui.